Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Voyage au bout de la nuit. Bienvenue si vous nous rejoignez, on est ensemble ce soir pour quelques épisodes de lecture. Je vous lisais précédemment une œuvre de Tourgueniev qui s'intitule Père et Fils. Alors pour ceux parmi vous qui prennent l'émission en cours, il s'agit d'une histoire qui se passe donc dans la Russie de la seconde moitié du 19e siècle. L'histoire commence plus précisément en mai 1859 et met en scène un personnage qui s'appelle Nicolas Petrovitch qui en fait accueille son fils Arkad, lui-même de retour de l'université de Saint-Pétersbourg. Et Nicolas Petrovitch, vous allez voir, qui vit d'une façon assez libérale. C'est un aristocrate, enfin petit aristocrate, terrien, veuf, qui vit sans être marié, avec l'une de ses paysannes, qui est une de ses maîtresses, qui s'appelle Fenechka, avec qui il a un enfant. Et donc les deux principaux personnages, qui sont Eugène et Arkad, vont donc quitter la campagne pour aller en ville. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire la connaissance de deux sœurs, Anna et Katia, qui sont toutes les deux assez différentes, puisque Anna Serguevna est une jeune femme de 29 ans, assez fortunée, veuve, très jolie, qui va en fait séduire Eugène. Et Katia, elle, est une jeune fille beaucoup plus calme, beaucoup plus douce, beaucoup plus réservée, introvertie. Et elle va, c'est Arkad qui va tomber donc amoureux de Katia. Donc je vous propose tout de suite de poursuivre cette histoire avec un chassé-croisé amoureux, où le destin en fait de ces différents personnages se croise et se recroise. Le tout dans la Russie bourgeoise et aristocrate du 19e siècle. Avant cela, n'oubliez pas que l'on vous propose dès à présent, on vous attend d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Pour cela, c'est simple, vous connaissez le principe. Ça s'affiche juste là, en bas de votre écran. Il vous suffit tout simplement de taper #VBN pour leur très belle soirée, très belle nuit sur C8. Mais le destin en avait décidé autrement. Un certain Odintsov la remarqua par hasard, un original très riche de 46 ans, hypocondriaque, gros, lourd, aigri, point sot ni méchant au demeurant. Il tomba amoureux d'elle et lui proposa le mariage. Elle accepta d'être sa femme. Ils connurent 6 années de vie commune. Il lui légua en mourant toute sa fortune. Après sa mort, Anna Serguevna resta cloîtrée dans son village pendant près d'1 an. Puis elle partit pour l'étranger avec sa sœur, mais ne s'attarda qu'un petit peu en Allemagne. Elle s'ennuya vite et revint habiter son cher village de Nikolskoï, qui se trouvait à 40 verstes environ de la ville de... on ne sait pas. Elle y jouissait d'une maison splendide, parfaitement organisée, d'un jardin magnifique avec des serres. Le défunt Odintsov ne se refusait rien. Anna Serguevna n'apparaissait en ville que très rarement, le plus souvent pour affaires. Elle y restait alors très peu de temps. On ne l'aimait pas dans la province. Son mariage avec Odintsov avait provoqué un beau tollé. Toutes sortes de bruits extravagants circulèrent alors sur son compte. On affirmait qu'elle avait été la complice de son père dans ses escroqueries, que ce n'était pas non plus sans raison qu'elle s'en était allée à l'étranger. Il avait bien fallu cacher certaines conséquences malheureuses. Vous voyez ce que je veux dire, ajoutait avec indignation les auteurs de ces fables. Elle en a vu de vertes et de pas mûres, disait-on d'elle. Et le bel esprit de la province ajoutait invariablement de vertes, de pas mûres et de toutes les couleurs. Tous ces ragots parvenaient à ses oreilles, mais n'en avait cure. Elle était d'un caractère indépendant et assez volontaire. Assise dans son fauteuil, légèrement appuyée contre le dossier, les mains posées l'une sur l'autre, Madame Odintsov écoutait Bazarov. Contrairement à son habitude, il parlait avec assez d'abondance. Et nouveau sujet d'étonnement pour Arkad s'efforçait visiblement d'intéresser son interlocutrice. Arkad n'aurait su dire si Bazarov atteignait son but. Il était difficile de deviner quelles impressions ressentait Anna Serguevna d'après son visage, car il conservait toujours
Ce visage, la même expression bienveillante et déliée, ses beaux yeux brillaient d'attention, mais d'une attention paisible. L'attitude outrée de Bazarov, dans les premiers moments de sa visite, lui avait fait mauvais effet, comme une odeur désagréable ou un bruit dissonant. Mais elle comprit immédiatement qu'il était troublé, et cette découverte la flatta. La vulgarité seule lui répugnait. C'était là, un défaut que nul n'aurait pu reprocher à Bazarov. Il était dit qu'Arcade ne manquerait pas de sujet d'étonnement ce jour-là. Il s'attendait à ce que Bazarov discutât avec Madame Odintsov, femme intelligente s'il en fut, de ses convictions et de ses opinions. Elle-même avait bien manifesté le désir d'entendre parler un homme qui avait l'audace de ne croire à rien, au lieu de quoi Bazarov disserta sur la médecine, sur l'homéopathie, sur la botanique. Madame Odintsov, à ce qu'il parut, ne perdait pas son temps dans sa solitude campagnarde. Elle avait lu quelques bons livres et s'exprimait en russe sans faute. Elle amena la conversation sur la musique, mais ayant constaté que Bazarov ne croyait pas à l'art, elle revint insensiblement à la botanique malgré Arcade qui se serait volontiers laissé aller à discuter du sens des mélodies populaires. Madame Odintsov continuait de le traiter comme un jeune frère. Elle appréciait apparemment en lui la bonté et la simplicité de cœur de la jeunesse, mais rien d'autre. Ils restèrent bien 3 heures à deviser posément sur des sujets variés avec un vif intérêt. Les jeunes gens se levèrent enfin, se mirent en devoir de prendre congé. Anna Sergueïevna les regarda avec amitié, tendit à chacun sa belle main blanche, puis après un instant de réflexion, elle leur dit avec un sourire indécis mais plein de sympathie : « Si vous ne craignez pas l'ennui, messieurs, venez me voir à Nikolskoï. » Anna Sergueïevna s'exclama Arcade. Anne Sergueïevna s'exclama Arcade. « Ce sera pour moi un immense plaisir que de... Et vous, monsieur Bazarov ?» Bazarov se borna à s'incliner, et Arcade eut là une dernière occasion de s'étonner. Il remarqua, en effet, que son camarade avait rougi. « Alors, lui dit-il, quand ils furent dans la rue, tu es toujours d'avis qu'elle est olé olé ? Bien fin qu'il le saurait. Un glaçon pareil, répliqua Bazarov, et après un moment de silence, il ajouta : c'est une duchesse, une dominatrice. Il ne lui manque qu'une traîne par derrière et une couronne sur la tête. Nos duchesses ne parlent pas aussi bien le russe, fit observer Arcade. Elle est passée au second tour, mon vieux. Elle a d'abord goûté de notre pain. Il n'empêche qu'elle est exquise, dit Arcade. Un de ces corps somptueux, à présenter tout de suite dans un amphithéâtre d'anatomie, continua Bazarov. Arrête, Eugène, au nom du ciel. C'est d'une grossièreté sans nom. Bon, ne te fâche pas, cœur sensible. C'est du premier choix. Je ne m'en dédie pas. Il faudra aller chez elle. Mais quand ? Pourquoi pas après-demain ? Qu'avons-nous tant à faire ici ? Boire du champagne avec la Kouchkine ? Écouter pérorer ton cher parent, ce haut dignitaire libéral ? Allons, nous filons après-demain. Et puis au fait, le petit domaine de mon père n'est pas loin de chez elle, car Nikolskoï est bien sur la route de... Oui, optime, inutile de traîner. Il n'y a que les imbéciles qui traînent ou alors les gros malins. Un de ces corps, je ne vous dis pas. Le surlendemain, les deux amis roulaient sur la route de Nikolskoï. La journée était ensoleillée. Il ne faisait pas trop chaud. Les petits chevaux de poste, repus et dispos, filaient bon train d'un pas bien accordé, en balançant légèrement leur queue torsadée et tressée. Arcade gardait les yeux fixés sur la route et souriait sans savoir pourquoi. « Félicite-moi » s'exclama brusquement Bazarov. « Nous sommes le 22 juin. C'est le jour de mon saint patron. Nous allons bien voir comment il s'occupe de moi. On m'attend à la maison d'aujourd'hui, ajouta-t-il d'une voix plus basse. Oh, ils m'attendront, quelle importance. » Chapitre 16. Le domaine d'Anna Sergueïevna était situé sur un mamelon bien dégagé, en pente douce, à peu de distance d'une église en pierre jaune, au toit vert, aux colonnades blanches, dont le portail principal était surmonté d'une peinture al fresco représentant une résurrection dans le goût italien. Ce qu'on remarquait surtout dans cette peinture, c'était le galbe arrondi d'un guerrier basané qui s'étalait au premier plan, la tête couverte d'un casque médiéval.
derrière l'église, s'étiraient les 2 rangées de maisons d'un bourg tout en longueur où quelques cheminées s'élevaient de ci, de là, au-dessus des toits de chaume. La maison seigneuriale était construite dans le même style que l'église, style bien connu chez nous sous le nom d'Alexandrin. Elle était pareillement peinte en jaune, elle avait aussi un toit vert, des colonnades blanches, un fronton armorié. L'architecte en chef de la province avait construit ces 2 édifices avec l'accord du défunt Odintsov, qui ne pouvait souffrir, comme il disait, aucune de ces nouveautés stupides et extravagantes à la mode du jour. Les arbres sombres d'un très vieux jardin flanquaient la maison des 2 côtés. Une allée de sapins taillés conduisait à l'entrée principale. Nos amis furent accueillis dans l'antichambre par 2 grands laquais en livrée. L'un d'eux courut chercher le majordome. Celui-ci, un gros homme en habit noir, apparut sur le champ et invita les nouveaux venus à le suivre par un escalier garni de tapis jusqu'à une chambre particulière déjà meublée de 2 lits et de tous les accessoires nécessaires à la toilette. Cette maison était visiblement le royaume de l'ordre. Tout y était propre. On y sentait partout une odeur distinguée qui faisait penser aux antichambres ministérielles. Anna Sergueïevna vous demande de lui faire la grâce de la retrouver au salon dans une demi-heure, dit le majordome. D'ici là, quels sont les ordres de ces messieurs ? Pas d'ordre, mon vénérable ami, répondit Bazarov, à moins que vous ne voulez bien nous apporter un petit verre de vodka, par un effet de votre bonté. Oui, monsieur, dit le majordome quelque peu éberlué, et il se retira en faisant grincer ses bottes. Quel grand genre, fit observer Bazarov. C'est bien le mot que vous employez, je crois. Une vraie duchesse, te dis-je. Drôle de duchesse qui invite chez elle du premier coup 2 aristocrates de notre acabit, répliqua Arcade. Surtout moi, futur médecin, fils de médecin et petit-fils de diacre. Car je suis petit-fils de diacre, tu sais. Comme Speransky continua, Bazarov avec une grimace après une courte pause. Mais tout de même, elle ne se refuse rien. Oh non, elle ne se refuse rien, cette grande dame. Tu ne crois pas que nous devrions nous mettre en habit ? Arcade haussa les épaules en guise de réponse, mais il se sentait légèrement intimidé. Une demi-heure plus tard, Bazarov et Arcade descendirent au salon. C'était une vaste pièce, haute de plafond, meublée avec un certain faste, mais sans goût particulier. Les sièges lourds et coûteux s'alignaient comme de juste, dans un ordre guindé de long, les murs qui étaient garnis d'un papier de teinture brun à ramages dorés. Le défunt Odintsov les avait commandés à Moscou par l'intermédiaire d'un ami à lui, commerçant en vin qui lui servait de commissionnaire. Au-dessus du divan central était accroché le portrait d'un homme blond aux chairs flasques qui semblait regarder sans aménité les nouveaux venus. « Ce doit être lui », chuchota Bazarov à Arcade, et il ajouta en fronçant le nez. On se défile, mais à cet instant la maîtresse de maison fit son entrée. Elle portait une légère robe de barège, ses cheveux lisses tirés derrière les oreilles, dégageant son pur et frais visage, qui la faisait ressembler à une jeune fille. « Merci beaucoup d'avoir tenu votre promesse, leur dit-elle d'emblée. Restez chez moi quelque temps, vous n'y serez pas mal, je vous assure. Je vous ferai connaître ma sœur, elle joue très bien du piano. Cela vous est indifférent, je crois, monsieur Bazarov. Mais vous, monsieur Kirsanov, il me semble que vous aimez la musique. Outre ma sœur, j'ai près de moi une vieille tante. Et puis, un voisin qui vient parfois chez nous jouer aux cartes. C'est là toute notre compagnie. Et maintenant, asseyons-nous. » Madame Odintsov prononça tout ce petit speech d'une voix particulièrement nette, comme si elle l'avait appris par cœur. Puis elle se tourna vers Arcade. Il se trouva que sa mère avait bien connu la mère d'Arcade, qu'elle avait même été la confidente de son amour pour Nicolas Petrovitch. Arcade se mit à parler de sa mère avec chaleur. Pendant ce temps, Bazarov s'occupait à feuilleter des albums. « Je suis devenu bien docile », pensait-il in petto. Un beau lévrier, au cou garni d'un collier bleu pâle, entra dans la pièce en courant, ses griffes heurtant avec bruit le plancher du salon. Il fut suivi d'une jeune fille d'environ 18 ans, aux cheveux noirs et au teint hâlé. Elle avait un visage un peu rond mais joli et des yeux sombres assez petits. Elle portait un panier rempli de fleurs. « Voici justement ma Katia, dit Madame Odintsov en la désignant d'un mouvement de tête.
Katia fit une petite révérence, prit place à côté de sa sœur et se mit à tirer des fleurs. Le lévrier, qui répondait au nom de Fifi, s'approcha tour à tour des deux invités en remuant la queue et leur fourra à chacun son effroi dans la main. « C'est toi qui as accueilli tout cela ?» demanda Madame Odintsov. « Oui, » répondit Katia. « Tante, viendra-t-elle prendre le thé ?»« Oui. » Lorsque Katia parlait, elle avait un sourire. Elle avait un sourire tout à fait charmant, réservé, loyal, une façon sévère, fort amusante, de regarder les gens de bas en haut. Tout en elle était encore jeune, encore vert. Sa voix, le duvet léger de son visage, ses mains roses avec un petit rond plus blanc au creux des paumes, ses épaules imperceptiblement rentrées. Elle rougissait sans arrêt et respirait vite. Madame Odintsov se tourna vers Bazarov. « Vous regardez ces images par politesse. Eugène Vassilitch, lui dit-elle. Cela ne vous intéresse pas. Approchez donc un peu de votre siège. Approchez donc un peu votre siège de nous et cherchons un sujet de discussion. » Bazarov obtempéra. « De quoi voulez-vous que nous discutions, madame ?» demanda-t-il. « De ce que vous voudrez. Je vous préviens que je suis une passionnée de discussion. Vous ? Oui. On dirait que cela vous étonne. Pourquoi ? Parce que, autant que je puisse en juger, vous êtes d'un naturel calme et froid. Or, il faut de l'entraînement dans la discussion. Vous croyez déjà me connaître en si peu de temps ? Premièrement, je suis impatiente et obstinée. Demandez plutôt à Katia. Et deuxièmement, je me laisse entraîner très facilement. Bazarov regarda Anna Sergueïevna. C'est possible, puisque vous le dites. Ainsi donc, vous voulez discuter ? À vos ordres. Je regardais dans votre album des paysages de la Suisse saxonne, et vous m'avez fait observer que cela ne pouvait pas m'intéresser. Vous avez dit cela parce que vous me supposez dépourvu de sens artistique. Et c'est vrai, je n'en ai aucun. Mais ces paysages pouvaient m'intéresser du point de vue géologique, du point de vue de la formation des montagnes, par exemple. Je vous demande pardon, en tant que géologue, vous recourez de préférence à un livre, à un ouvrage spécialisé, et non à un dessin. Un dessin me permet de saisir d'un coup d'œil ce qu'un livre m'exposerait en 10 bonnes pages. Anna Sergueïevna ne trouva rien à répondre. Ainsi donc, vous n'avez pas la moindre trace de sens artistique, dit-elle en s'accoudant à la table, ce qui eut pour effet de rapprocher son visage de celui de Bazarov. Mais comment faites-vous pour vous en passer ? Dites-moi plutôt à quoi sert le sens artistique, si je puis me permettre cette question. Mais à savoir, comprendre et étudier les hommes, c'est déjà quelque chose. Bazarov sourit ironiquement. Premièrement, nous avons pour cela l'expérience de la vie. Deuxièmement, laissez-moi vous dire que c'est perdre son temps qu'étudier les humains séparément. Tous les hommes se ressemblent de corps aussi bien que d'âme. Nous avons chacun un cerveau, une rate, un cœur, des poumons constitués de façon identique, et ce qu'on nomme les qualités morales sont aussi les mêmes pour tous. Les variations du détail n'entrent pas en ligne de compte. Il suffit d'un exemplaire d'humanité pour juger d'après lui de tous les autres. Les hommes sont comme les arbres d'une forêt. Aucun botaniste n'irait s'amuser à étudier les bouleaux, un par un. Katia, qui était en train d'assortir ses fleurs tout tranquillement une à une, leva des yeux éberlués sur Bazarov. Elle croisa son regard rapide et indifférent et rougit jusqu'aux oreilles. Anne Sergueïevna hocha la tête. « Des arbres dans une forêt », répéta-t-elle. « Donc, à votre avis, il n'y a pas de différence entre un homme bête et un homme intelligent, entre un homme bon et un homme mauvais. Si, il y en a une, la même qu'entre un malade et un homme sain. Les poumons d'un fistique ne sont pas dans le même état que les vôtres ou que les miens, bien qu'ils soient constitués de façon identique. Nous savons approximativement d'où proviennent les maladies physiques. Eh bien, les maladies morales proviennent d'une mauvaise éducation, de toutes ces inepties dont on bourre le crâne des gens dès leur plus jeune âge, de l'état scandaleux de la société, en un mot. Réformer la société et il n'y aura plus de maladies. C'est la fin pour cet épisode, mais je vous propose que l'on se retrouve prochainement pour la suite de Père et Fils de Tourgueniev. D'ici là, portez-vous bien.
N'oubliez pas également que vous pouvez nous rejoindre dès à présent sur les réseaux sociaux. Pour cela, c'est simple, il vous suffit simplement de taper hashtag VBN pour leur passer une très belle nuit ou une très bonne soirée en notre compagnie. À très bientôt sur C8.